Dans cet épisode, des booms et des ballons. Vol! Adam et Jamie essaient de rendre l'impossible possible Qui a fait ça auparavant? Personne! et essaient de faire voler un ballon en plomb. C'est bon, c'est bon. Ensuite, Grant, Carrie et Tori s'attaquent à un mythe sur le surf au TNT. Peut-on surfer sur une vague causée par une explosion? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est l'heure de la science! et Jamie Heineman. C'était magnifique. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Ça saigne. En avant! À leur côté, Grant Imahara, Ne me laisse pas tomber. Tori Belleci C'est ça qu'on aime. et Carrie Byron. Des explosifs et de l'électricité. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Le plomb peut-il être plus léger que l'air? Pour le savoir, prenons la chose de haut. Un mythe autour des ballons. Tu as raison, mais c'est aussi une expression imagée en anglais. Quand on dit « tomber comme un ballon en plomb », qu'est-ce que ça veut dire? Que ça n'arrivera jamais. Que c'est impossible, exactement. Notre mythe, c'est que c'est totalement impossible de construire un ballon comme celui-ci en plomb. Donc, on va en fabriquer un. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. C'est notre méthode. En anglais, quand on dit que quelque chose est tombé comme un ballon en plomb, c'est que ça s'est planté, que c'est foutu, que ça a complètement foiré. Cela sous-entend donc qu'il est impossible de faire voler un ballon en plomb puisque c'est une matière lourde et que ce qui est lourd ne décolle pas. Mais qu'en est-il? Tu savais que l'enveloppe de ce machin pesait près de 250 kilos? Oui, c'est énorme. Je crois qu'on ne va pas fabriquer un ballon en plomb aussi gros. Disons qu'on ne va pas essayer de construire un ballon en plomb capable de nous transporter dans les airs, mais qui puisse se soulever lui-même, plus un petit panier. Ça me va. Très bien. Adam et Jamie vont mettre à profit toutes leurs compétences techniques pour essayer de faire voler un ballon en plomb. S'ils y arrivent, ce mythe sera déclaré bidon. Mais ça ne va pas être facile. Le plus gros problème qui se pose à nous vient de la matière elle-même. Ce ballon est constitué d'un tissu très léger et très résistant. Nous, on va fabriquer un ballon très lourd et très fragile. C'est pas gagné. Après ces considérations réconfortantes, redescendons sur Terre pour lancer la machine. Avant de s'attaquer au plomb, les Mythbusters décident de mener l'enquête, chacun de leur côté, sur une matière plus résistante et plus légère, l'aluminium. J'ai envie de construire un modèle réduit en aluminium qui ressemble à un ballon. Je pourrais faire un tube ou plein d'autres formes différentes, mais j'aimerais que ce soit aussi rond que possible. Je vais construire un icosaèdre, c'est-à-dire un solide régulier à 20 côtés, chaque côté étant un triangle équilatéral. Adam se fonde sur l'un des 5 solides de Platon. Laissons-le nous expliquer ça. Les solides de Platon et ceux d'Archimède sont des polyèdres constitués de formes régulières. Un cube, par exemple, est composé de 6 carrés. Fidèle à ses habitudes, Adam appréhende le problème avec un peu de magie, des calculs et un chapeau ridicule, tandis que Jamie reste sobre. La méthode la plus simple pour construire un ballon, c'est d'assembler 2 feuilles et de fermer hermétiquement aux jointures. Je vais donc assembler 2 feuilles, mais en les étalant d'abord sur un hémisphère, un moule bombé. Les 2 modèles réduits sont assemblés. On peut larguer les amarres. La vache! C'est énorme! Il est plus gros que le tien. Gonflons, on verra bien. D'accord. Peu importe la taille. Ce qui compte, c'est si l'objet peut voler et si le modèle est pratique à fabriquer à une grande échelle. Adam commence. Eh, c'est pas mal du tout. C'est presque comme un ballon, dis donc. Joli.
C'est quasiment sphérique. C'est icosaédrique. Icosaédrique? Oui. Maintenant, il reste à savoir comment le modèle en 2 parties de Jamie va se comporter. Un petit coup sur la touche avance rapide et c'est la joie. C'est un ballon en aluminium. Ils ont fabriqué 2 modèles différents et tout aussi efficaces. Cependant, ils ont construit des ballons en aluminium, matière 6 fois plus légère et beaucoup plus résistante que le plomb. Vol! Grant, Carrie et Tori mélangent science et surf pour obtenir un résultat explosif. Chaka. T'as bien dit chaka? Aloha, mon frère. Ça va? Adonf. De quoi vous parlez? On a un mythe à propos du surf. Il y a une vidéo qui circule pas mal sur Internet où on voit des surfeurs fous bloqués dans une ville et qui voudraient surfer. Ils tombent sur un canal et balancent de la dynamite dedans. En explosant, ça crée une vague et un des mecs surfe dessus. Vous rigolez? Il n'y a aucune chance pour que ça marche. Et même si c'était le cas, on en mourrait sûrement. On va essayer de le savoir. Top là. Dans cette vidéo du net, plusieurs surfeurs en vadrouille ont besoin de leur dose de vagues. Ils décident donc de se faire une petite sauterie et hop, ils surfent. Dans la réalité, y a-t-il des gens assez fous pour surfer grâce à la dynamite ou s'agit-il seulement d'effets spéciaux? Comment est-ce qu'on va tester ce mythe? D'abord, il faut avoir la preuve théorique que c'est réalisable. Je ne sais pas du tout si les explosifs peuvent créer une vague. Dans les films, on voit parfois un gros plouf, mais pas forcément une vague. Il y a un paramètre important, la profondeur. Pour provoquer une vague, est-ce que l'explosion doit s'effectuer en surface ou plus bas? On n'a qu'à tester ça en construisant un grand réservoir d'eau et en déclenchant des explosions dedans. On verra si on obtient une vague. Si c'est le cas, on fera des explosions en variant la profondeur et on regardera si ça influe sur la taille de la vague. Excellent. Pour commencer les expériences sur cette histoire explosive, Tori construit un bassin dans la cour. Maintenant, il faut le remplir d'eau. Comme on ne peut pas utiliser d'explosifs dans le parking, Tori a recours à une vieille combine à la Mythbuster. Envoyez la musique dramatique. La bouteille plastique explosive avec de la neige carbonique. Les Mythbusters placeront leur charge artisanale à différentes profondeurs pour voir s'ils peuvent créer des vagues. Cette explosion n'est pas du tout aux bonnes proportions, mais c'est pour le principe. Que devient l'énergie d'une explosion sous-marine? Perturbe-t-elle suffisamment la surface pour produire une vague? Ou est-elle simplement verticale? Pour le savoir, les Mythbusters commencent par la configuration la moins favorable, c'est-à-dire en plaçant la bouteille tout au fond. Regardez, on a un peu de houle. On a fait un premier test en plaçant la bouteille quasiment au fond du bassin. C'est la configuration la moins favorable, puisque l'explosion doit d'abord pousser toute l'eau au-dessus d'elle. Ensuite, une explosion à mi-profondeur. La vague était carrément plus grosse. C'est clair. Pour finir, une bouteille explosive à la surface. Ça provoque des vagues un peu rachitiques. La partie théorique a été établie. Une explosion produit des vagues et la profondeur influe sur la taille et la performance de celle-ci. Tori ne se sent plus de joie. T'es fou ou quoi? En théorie, ça peut donner quelque chose. Oui, mais rappelons que c'était une expérience théorique, pas à l'échelle. On a quand même prouvé qu'une explosion peut créer une vague. D'accord, mais il faut qu'elle se casse pour qu'on puisse surfer dessus, non? Je ne suis pas sûr. On devrait aller demander conseil à un expert en surf et apprendre à surfer. Si on crée une vague praticable, je veux surfer dessus. Kowabunga! Je suis à donf! Ouais! Les Mythbusters ont vraiment la vie dure. Aujourd'hui, ils sont payés pour surfer. Ils rencontrent Heath, leur prof. Ensuite, Grant nous montre qu'il ne sait pas du tout parler comme un surfeur. Je suis à donf! Ça va déchirer. C'était bon? Avant que les Mythbusters surfent avec de la dynamite, il faut d'abord voir s'ils savent surfer, tout court. C'est froid!
ou même entrer dans l'eau. Nous sommes à Cowell's Beach à Santa Cruz. C'est idéal pour nous, puisque les vagues sont rikiki, comme vous le voyez. On aura sûrement des vaguelettes comme ça, avec une explosion sous-marine. Cela dit, c'est aussi idéal pour apprendre à surfer. Je me suis dit, c'est pas possible, j'y arrive du premier coup. Tout ce que j'ai pu dire, c'est... Le ballon à air chaud est la plus ancienne technologie de vol efficace. Elle est apparue en 1763 en France, quand les frères Montgolfier se sont envolés. Par la suite, elle a permis à un public nombreux de s'envoler pour le plaisir. Voici la dernière étape de cette évolution, le ballon en métal à la Mythbuster. Adam et Jamie testent le mythe selon lequel il est impossible de faire s'envoler un ballon en plomb. Vol! Ils ont d'abord fait des expériences avec de l'aluminium. Qu'est-ce que tu en penses? Les deux ont fonctionné. Je pense qu'on tient le bon bout, mais que c'est impossible de se prononcer avant de voir les feuilles de plomb. T'as raison. Trouver du plomb? Ça devrait être facile, non? Je ne pensais pas que la feuille de plomb nous poserait autant de problèmes. Mais on a eu beaucoup de mal à trouver un fournisseur américain. Allô? Sprechen Sie English? À première vue, c'est une boîte de feuilles de plomb de 15 kilos. Mais en fait, c'est notre ballon en plomb. C'est magnifique. Magnifique, mais extrêmement fragile. C'est ça le problème. Ça tombe en morceaux. C'est un peu comme du PQ mouillé. Avec ça, pas droit à l'erreur. Il faut que tout soit nickel. Sinon, on ne décollera pas. Avec ces feuilles de plomb, on ne va pas tenter de construire un gros ballon tout de suite. On va faire un ballon de taille intermédiaire, une expérience à échelle réduite en quelque sorte. On va examiner comment cette matière se comporte, comment elle se déchire, quels sont ses défauts. On saura à quoi faire attention quand on fera un gros ballon. Les Mythbusters s'inspirent du modèle de ballon en aluminium de Jamie pour construire un ballon tout simple avec 2 feuilles. Ils s'aperçoivent rapidement que l'électricité statique du ruban adhésif pose problème. Mais Adam a une solution. Enlève l'électricité statique, ça ira mieux. C'est parfait. Cool, hein? Je suis sûr qu'il y a des femmes qui se disent « Waouh, j'aimerais bien être à la place de ce ruban adhésif. » Tu crois? J'en suis sûr. Allez, levez la main. Oui, vous. Arrête. Vous pouvez baisser les mains. Vas-y. Ça se gonfle. Adam n'a pas réussi à faire gonfler l'ego de Jamie, mais il a plus de succès avec l'oreiller en plomb. On dirait un polochon en plomb, mais bientôt ce sera un ballon. Qui a fait ça auparavant? Personne. Jusqu'ici, ce premier voyage se déroule très bien. C'est un ballon en plomb. La phase de construction a été soignée. J'ai trouvé une déchirure. Ensuite, il suffit de quelques petites réparations pour obtenir un résultat satisfaisant, comme l'explique Adam. Pour moi, c'est une expérience à l'échelle très réussie. Elle a servi à démontrer 3 choses. D'abord, qu'il va falloir faire très gros pour bien décoller. Ensuite, que cette matière est très, très délicate, même si elle l'est un peu moins que je le craignais. Elle se déchire quand même au moindre choc. Il va falloir faire très attention. Tu veux le bousiller, hein? Enfin, je pense qu'on aura droit à un seul essai pour y arriver. Si de gros trous se forment en pleine expérience à cause du poids de l'ensemble, on ne pourra sûrement pas réparer sur le champ. Il faut donc trouver un moyen de fabriquer un ballon et de le remplir en essayant de ne pas l'endommager. Ce sont 3 excellents points. Le plus important est certainement que le ballon ne vole pas encore, parce qu'il n'est pas assez gros. Pour l'instant. Ce ballon contient trop de plomb et pas assez d'hélium. On va devoir en construire un plus gros, puisqu'en augmentant la taille, on augmente la proportion d'hélium par rapport au plomb. La physique et la géométrie ont parfois de drôles de logique, mais c'est comme ça. Plus un solide est grand, plus son volume est important. Ici, il faut comparer l'hélium par rapport à la surface du solide en feuilles de plomb.
Plus un ballon est grand, plus il a de poussée verticale et donc de chances de supporter son propre poids. C'est en 1985 que j'ai lancé mon projet de burrito géant. J'ai acheté une réserve de riz et je me suis dit que je pourrais faire cuire assez de riz pour faire un burrito géant au riz. D'accord, la plupart des gens trouvent qu'un burrito au riz, c'est absurde, mais pas moi. Là-dedans, il y a 350 kilos de riz, 300 kilos de haricots et 65 avocats. C'est pas beaucoup, mais c'est parce que c'est pas la saison. Je ne sais plus combien j'ai mis de tortillas, mais il y en a un bon paquet. On mangera ça la semaine prochaine. Inspirés par cette vidéo, Grant, Carrie et Tori veulent savoir si on peut réellement créer une vague propice au surf en utilisant de la dynamite. Si c'est le cas, un de nos 3 affreux pourra-t-il la dompter? Kawabunga! Après un petit séjour à la plage, on est un peu rassuré sur leurs compétences en surf. Cela dit, il y a des risques. Souvenez-vous, une onde de pression sous-marine peut tuer les poissons. Je l'ai tué! Mais quel effet a-t-elle sur un Mythbuster? Pour le savoir, Carrie consulte Van Romero, un expert en explosion sous-marine. Qu'est-ce qu'on risque quand on est dans l'eau et qu'une explosion se produit? Eh bien, c'est beaucoup plus dangereux de déclencher une explosion sous l'eau qu'à la surface. Comme le corps humain a la même densité que l'eau, l'énergie de l'onde de choc se propage facilement de l'eau au corps. En circulant, elle atteint la surface, puis l'intérieur des poumons où la densité est très basse. Cela cause de fortes perturbations dans les poumons qui se mettent à saigner. Cela entraîne une mort, certes pas immédiate, mais dans les 24 heures à cause des hémorragies. Comme l'assurance des Mythbusters ne couvre pas ce risque, il faut trouver un surfeur d'appoint. Une explosion géante, une onde de choc mortelle, c'est un boulot pour Buster. Il n'arrive même pas à tenir debout tout seul. Comment il va surfer? Pas debout. J'ai essayé la position du cobra et c'est très efficace. Il faut quand même qu'il pagaie. Je sais. Un robot. Oui. Je le savais. Et oui, un robot pagayeur télécommandé. C'est un peu triste, un robot qui pagaie. Pagaie, triste. Un problème à résoudre, Prête à surfer? un robot à construire, c'est le rêve pour Grant. Pour attraper une vague, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de prendre de la vitesse en pagayant. Si vous n'allez pas assez vite, la vague va vous dépasser. On va donc fabriquer des bras en acier qui seront les bras de Buster et les relier à un moteur. Quand la vague arrivera, j'actionnerai le moteur, ce qui fera bouger les bras de Buster. Dans l'idéal, il sera à la bonne vitesse quand la vague sera sur lui et il pourra surfer. Pour finir le moteur du robot pagayeur, Grant demande l'aide de Carrie. Ce qu'on va faire, on va décalquer un bras et ensuite le fabriquer en acier. Tu veux prendre mes bras parce qu'ils sont grands et musclés, c'est pour ça que tu m'as fait venir. Non, tu vas décalquer mes bras parce qu'ils pagaient bien. Les miens sont plus longs. On pourrait faire ça. Beaucoup plus vite. Désolé, le morceau d'acier que j'ai est à la taille de mon bras. Tu veux que j'ajoute un muscle? Je prends un stylo. Carrie met la main à la pâte. Notre duo obtient rapidement un robot en état de marche avec un gouvernail télécommandé et une proue à l'effigie de Grant, évidemment. Pour finir, une petite couche de peinture. Le robot surfeur télécommandé est enfin prêt. Il est fait d'une planche de mousse de 3 mètres de long avec un mécanisme pour pagayer. Il tangue un peu comme le corps humain le ferait dans cette situation. Le système électronique est dans un compartiment étanche. Il a une batterie de 12 volts. Il y a un gouvernail à l'arrière pour faire de petits réglages. Vas-y mon petit, pagaie! C'est bon. Je suis prêt à affronter les vagues. On a notre surfeur, Frank fournit les explosifs et nos documentalistes nous ont dégoté un lac. C'est à Angels Camp. Comme c'est un lac de carrière, on ne risque pas de tuer quelqu'un. Cette fois-ci, pas d'onde de choc tueuse de poissons. Allons-y, on va faire des vagues. C'est froid! Ce splendide lac de carrière sera le cadre de l'expérience ultime.
Il peut pas se mettre les doigts de pied en éventail, il n'en a pas. Mais tout d'abord, un premier test avec le robot surfeur. Je suis un peu stressé parce que aucun de nous ne va pouvoir surfer. On ne peut pas tester ce mythe autrement. T'as l'air stressé. Oui, un peu. Cela dit, j'espère simplement que RoboGrant a les mêmes talents naturels de surfeur que le vrai Grant. Il ne s'est pas renversé. On dirait que Grant a transmis toutes ses qualités de surfeur à RoboGrant. Joli. Merci. Il ne s'est pas renversé. C'est un très bon robot. RoboGrant a montré de quoi il était capable et c'est un excellent surfeur. Malgré ça, j'aimerais bien qu'il aille un peu plus vite. Pour cela, Grant change le réglage du robot et passe de nage libre à papillon. Il va plus vite. Tu vas surfer, mec. RoboGrant est prêt à se lancer, Fonce, mon gars. mais Carrie est un peu inquiète par les motivations de notre génie du mal. Vous ne trouvez pas ça inquiétant, tous les robots que Grant a construits pour cette émission? On dirait qu'il essaie de se cloner et de constituer une petite armée. J'adore, on va le garder. Avec le temps, tout le monde estime que les adages représentent la vérité. Les Mythbusters, eux, n'acceptent pas la vérité avant de l'avoir testée. Ils construisent donc un ballon en plomb pour voir si ça tient la route. Qui a fait ça auparavant? Personne! Tu penses qu'on peut passer à la taille réelle? Je n'aime pas trop cette forme allongée. Ça a l'air prometteur, mais ça ne ressemble pas tellement à un ballon. Et je crois que ça ne tiendra pas quand on passera à la taille supérieure. Tu as raison. Dans les deux cas, il faut énormément manipuler les feuilles, alors qu'on a bien vu que la feuille de plomb est trop délicate pour une forme comme ça. Il faut trouver un moyen d'assembler le ballon une fois pour toutes et d'avoir seulement à le gonfler. J'ai une idée qui pourrait marcher. Il faudra étaler les morceaux un par un et les coller au fur et à mesure pour réduire le nombre d'actions à faire. À la fin, quand on gonflera, ça devrait se déplier et former l'un des solides platoniciens les plus simples. Ça s'ouvrira comme une fleur. C'est ça. Je vais tenter de préparer ça. Notre pro de l'origami se met au travail. Le plus gros défaut du plomb, c'est que c'est fragile. On ne peut pas s'amuser à déplacer des grandes feuilles et à les coller ensuite. On est obligé de construire une forme en 3 dimensions, à plat, puis de la gonfler. On utilisera l'hélium pour donner du volume à notre objet. Comme il faut éviter de déplacer le plomb, je vais essayer de trouver un moyen de fabriquer un cube en étalant les morceaux à plat, puis en gonflant le ballon. Ça marche! Ça y est. C'est bon. J'y suis. Adam a son concept et son mode d'emploi. Maintenant, il fait ses petits calculs. Environ 11 kilos. Il veut utiliser 59 mètres carrés de plomb pour un poids total de 11 kilos. Mais est-ce que l'hélium à l'intérieur du cube aura assez de portance? Dans sa forme de cube, ce machin aura 30 kilos de portance. C'est beaucoup plus que le poids du plomb autour. Je crois même qu'on aura tellement de poussées verticales qu'on devra ajouter un peu d'air pour gonfler le cube, pour réduire la proportion d'hélium. C'est génial, ça s'annonce très bien. En avant pour le grand cube. Pas si vite, Jamie doit tenir compte des caractéristiques de la matière employée et prendre beaucoup de précautions. Notre ballon en plomb sera si grand qu'on va devoir construire des échafaudages spéciaux pour se placer au-dessus des pièces au moment de l'assemblage. On ne peut pas s'amuser à se balader dessus parce qu'on risquerait de bousiller les feuilles de plomb en faisant ça. C'est pour ça que je fabrique un grand bras articulé, fixé à un chariot élévateur, avec une nacelle pour l'un de nous. C'est donc un véhicule qui nous permettra de nous déplacer au-dessus du plan de travail. C'est simple et élégant. Merci. C'est toujours notre but dans cette émission. Nos deux amis se mettent en route pour la base navale d'Alameda, un de leurs lieux de prédilection. On a choisi cet endroit parce qu'il y a beaucoup d'espace pour voler, pas de vent et une grande surface plane pour assembler notre ballon. On va construire notre ballon en plomb.
Enfin, c'est leur objectif, parce que d'après le mythe, c'est impossible. Adam et Jamie semblent prendre ce défi très à cœur. Ce projet dépend entièrement du soin avec lequel on procède. Le moindre détail est important. Par exemple, le sol doit être impeccable. C'est quoi ce morceau de ruban adhésif? On a donc bien inspecté le sol et on a balayé plusieurs fois. On vire tous les petits trucs qui traînent par terre. Ça doit être nickel. On va étaler le plomb et marcher en chaussons. Ça va ressembler à une opération chirurgicale. On ne marche plus ici. Avec une précision militaire, Jamie prépare la zone d'assemblage pour l'origami géant de Adam. Voilà, on peut y aller. Ça va être un cube de plomb de 3 mètres sur 3. 3 mètres. Ça va être assez simple. Jamie va assembler des carrés pendant que j'assemblerai le ballon. Voilà le mode d'emploi. 12 étapes pour 12 pièces de plomb. Chaque carré est assemblé dans la zone d'assemblage, puis apporté sur la zone principale. Les Mythbusters ont enfilé leurs gants pour se protéger contre cette matière toxique, ne l'oublions pas. Ils se lancent dans leur plan ambitieux en 12 points. Adam assemble le cube sur la zone principale, tandis que Jamie produit les plus gros morceaux à partir des rouleaux de feuilles de plomb. Et j'ai fini la première face, c'est-à-dire celle du bas. Cela représente 9 mètres carrés de plomb, et ça m'a pris 2 rouleaux. Jamie s'occupe de la deuxième feuille, qu'on va couper en triangle pour notre dessin d'origami. C'est dur. C'est presque aussi pénible que de cueillir des fraises. T'as déjà fait ça? On est vraiment si près du sol? Oui, pendant toute la journée. Je ne savais pas que tu avais été travailleur saisonnier. C'est quand t'étais vagabond? J'ai commencé dans les fraises. Incroyable, j'ai appris un truc sur toi aujourd'hui. J'engageais des fillettes du coin qui avaient dans les 10 ans et on allait cueillir dans les champs. On se préoccupait beaucoup moins du droit du travail pendant la dépression de 1929. Le premier carré sort de la chaîne de montage. Conformément au mode d'emploi établi par Adam, on produit des triangles équilatéraux. Voilà le premier. Puis on les place au bon endroit sur la zone principale. C'est parfait. L'étape numéro 2 s'achève quand la pièce numéro 2 est fixée au bon endroit. C'est le plus grand distributeur de rubans adhésifs au monde. Adam s'envole pour retoucher les endroits les plus difficiles à atteindre. Je n'ai jamais construit un truc pareil. À la fin, on aura 7 ou 8 épaisseurs par endroit. C'est-à-dire un truc aussi épais qu'un cheveu. Vous vous rendez compte de la finesse de cette matière? Entre l'étape numéro 1 et l'étape numéro 12, vous ne verrez aucune différence ici. Après, on gonflera notre solide et on obtiendra un gros carré avec un peu de chance. Après avoir vu cette vidéo sur Internet, Grant, Carrie et Tori ont tout de suite voulu tester ce mythe. Est-il possible de surfer sur une vague créée avec de la dynamite? Robo Grant est prêt à entrer en action. Carrie et Tori vont au bord du lac pour réfléchir à l'endroit où placer les explosifs. Je suis en mission de reconnaissance avec Tori pour déterminer à quoi ressemble le fond du lac. On a un sondeur et le bureau du shérif nous a fourni un bateau. 15 mètres, 14... Notre expert nous a indiqué qu'il fallait une zone de discontinuité au fond d'une étendue d'eau pour créer une vague. Comme nous sommes dans un lac de carrière fait par l'homme, il y a des zones comme ça. Si on place nos explosifs au bon endroit, ici, c'est ici que je veux le mettre. On pourra créer une belle vague susceptible de se briser pour notre robot surfeur. Après examen, la topographie du fond du lac apparaît idéale. Une pente douce partant du sud et allant vers le nord, où l'eau est peu profonde, jouera le rôle d'une plage. La pente agira sur l'avant de la vague et forcera l'arrière, plus rapide, à se briser au-dessus. On place le surfeur ici et à partir de là, on détermine l'endroit où on mettra nos explosifs. L'emplacement, c'est une chose, mais il faut aussi décider de la force et de la profondeur de la charge. Nos expériences à échelle réduite ont montré que la profondeur était un facteur influent sur la taille de la vague. Tant qu'on y est, on pourrait tester des explosions à des profondeurs différentes pour voir ce qu'on obtient comme vague. Pour commencer, on a 23 kilos, on les place à 9 mètres et on voit ce que ça donne. Ça me paraît bien.
Vu qu'on fait d'abord des essais sans connaître la profondeur idéale, je préférais qu'on ne prenne pas RoboGrant tout de suite. On le mettra plus tard, quand on aura déterminé la bonne profondeur et qu'on sera sûr d'avoir une bonne vague. D'accord. Tu ne veux pas le bousiller tout de suite? C'est ça. Dans la vidéo, on dirait que les garnements utilisent 3 ou 4 bâtons de dynamite. Cependant, d'après Frank Doyle, l'agent du FBI en retraite, ce n'est pas suffisant. Il propose de commencer avec 23 kg de trinitrotoluène, le puissant explosif mieux connu sous l'abréviation TNT. Comme il a une vitesse de détonation de près de 7000 mètres secondes, Grant a des raisons d'être inquiet. Frank, ici Grant. On est en position, tu peux commencer le compte à rebours. À toi. Vous avez senti le sol bouger? C'était 23 kilos. Attendons de voir la tête des vagues. C'est énorme. C'était dément. 23 kilos de TNT à 9 mètres de profondeur. Et en parvenant au rivage, la vague ne faisait seulement que 2 cm de haut. Malgré la dose impressionnante de TNT, l'explosion a fait peu de vagues. C'est trop profond. L'énergie s'est dispersée, c'était trop profond. Il faut couper la poire en deux. 3,50 mètres? Ça me paraît bien. 3,50 mètres? 23 kilos de TNT? Tu peux y aller. Attendez la vague. Elle arrive. Génial. J'adore. On va surfer. Elle arrive. Ça fait quoi, 15 cm? 30? La taille de la deuxième vague est beaucoup plus satisfaisante que celle de la première. Les Mythbusters sont donc partants pour fixer la profondeur de la charge à 3,50 mètres. Elle se brise. Génial. Des petites vagues. Maintenant, ils veulent obtenir des vagues beaucoup plus grosses. Pour cela, ils vont casser leur tirelire de TNT et utiliser tout le stock. Vous allez surfer, mes petits gars. C'est un sac mortuaire rempli de TNT, c'est-à-dire 90 kilos. Ça devrait produire une énorme explosion. Si vous avez peur de vous évanouir, avertissez-nous. RoboGrant attend en coulisses de faire son entrée sur scène. Avant le gros boom, le vrai Grant prend quelques minutes pour coacher son poulain. Tu le sais déjà, mon petit, mais toute cette expérience repose sur toi. C'est à toi de jouer. De nombreux robots illustres sont venus avant toi. Le robot chat, le batteur fou, le robot manieur de sabre. Ne nous déçois pas, mon petit gars. On compte tous sur toi. Pagaie, mon pote. Bonne chance, mon petit. RoboGrant pagaie jusqu'à un point déterminé à une certaine distance de l'explosion. Pendant que Frank s'occupe de la mise en place, tout le monde va s'abriter à une bonne distance. Cette fois, c'est la bonne. C'est bon, je suis bien placé. Mets-toi en face. C'est parti. Il est parti. J'ai bien accéléré. C'est pour bientôt. Adam et Jamie mettent à l'épreuve un proverbe anglo-saxon « tomber comme un ballon en plomb ». S'ils arrivent à faire décoller ce gros jouet gonflable en métal, le mythe sera déclaré bidon. Pour moi, le ballon vole s'il décolle du sol. Dès que le ballon a suffisamment de poussée verticale pour supporter son poids, en plus de l'hélium qu'il contient, c'est qu'il vole. Après, c'est du bonus. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça me stresse. Il suffit de savoir si ça marche à la fin. On ne peut pas se faire une idée avant. Ça passe ou ça casse. On n'a droit qu'à un seul essai. Mais les Mythbusters ignoraient qu'il y avait un troupeau de moutons dans la pièce voisine. Cela fait maintenant plus de 12 heures que les Mythbusters sont à pied d'œuvre. L'étape finale de la marche à suivre se profile à l'horizon. Nous arrivons à la partie la plus dangereuse et la plus risquée.
l'assemblage des redoutables triangles 10 et triangle 11. Ici, c'est une phase d'assemblage sur la gauche, assez simple. Mais le coin intérieur gauche doit être fixé à la pièce numéro 2, sous 5 couches de plomb. Pour le 11, c'est tout aussi compliqué. J'avais pas envie de faire cette partie-là. Lentement, lentement, lentement. Attends, je regarde le plan. Adam a la pression pour l'assemblage des dernières pièces. Avant la fin, impossible de savoir si le cube en origami a été solidement assemblé. C'est l'heure de vérité. Enfin, une des heures de vérité. Maintenant, on va poser la pièce du haut, la 12, puis coller tout autour. Après ça, il y aura quelques finitions, mais on sera quasiment prêt à gonfler le tout. Ça va peut-être marcher. Chut. Non, c'est pas bon du tout. On y est presque, mais c'est vraiment difficile de fixer cette dernière pièce sur la zone principale. Attendez, je ne suis pas prêt. Tout le monde a les nerfs à cran. Les participants essaient de se concentrer pour cette manœuvre délicate. Doucement, doucement. Stop, stop. Ils finissent par y arriver. La pièce numéro 12 est enfin en place. Adam est aux anges. Je suis tellement confiant que je vais mettre la barre plus haut. Je veux que ça ressemble à un vrai ballon, avec un panier et des passagers. Oui, je vais faire un tour dans le ballon à plomb avec Jamie. L'objet étalé là-bas est le truc le plus étrange qu'on ait jamais fabriqué. C'est sans précédent. C'est absolument incroyable. Il y a 12 couches de plomb par terre, empilées, avec une épaisseur totale égale à celle d'un cheveu. Cela montre bien tout ce qu'on a dû faire pour fabriquer un ballon en plomb susceptible de voler. Le cube est assemblé, mais comment le gonfler? On a réfléchi à toutes les façons dont ça peut foirer. Ce qui nous stresse le plus, c'est la petite zone au milieu qui doit s'ouvrir comme une fleur, avec 4 arêtes qui se croisent. Pour résoudre ce problème, on va remplir le ballon à partir du haut et du bas simultanément. Ça devrait permettre un mouvement global plus fluide, moins brutal. Sinon, la partie du bas serait obligée de soulever les 3/4 du poids du ballon à elle seule. 59 mètres carrés de plomb, 11 kilos, 365 mètres cubes d'hélium. T'es prêt? C'est parti. Tu t'occupes des valves? D'accord. Très bien. Adam est nerveux et on le comprend. On va maintenant savoir si son plan est viable. Dès que Jamie commence à injecter l'hélium, une chose saute aux yeux. Ça va prendre un moment. Le processus va être extrêmement lent. C'est l'étape la plus délicate de l'expérience. Il y a des centaines de jointures. Si le ruban adhésif n'est pas collé comme il le faut, ou que quelque chose accroche, cela peut se déchirer et tout peut s'effondrer. C'est donc très risqué. Mais si ça passe, on a gagné. Cette fois, c'est la bonne. Grant, Carrie et Tori vont enfin tester pour de bon le mythe du surf à la dynamite. Sous la surface de ce lac de carrière, 90 kg de TNT sont prêts à exploser. Robo Grant, le robot surfeur, passe le temps en attendant la vague parfaite. J'ai bien accéléré. C'est pour bientôt. Fonce, fonce! L'explosion est énorme. Mais est-ce qu'on peut surfer sur cette vague? C'est gigantesque, Grant. Robo Grant pagaie comme un fou. Grant motive son double robotique comme il peut, mais... Non! La vague s'arrête juste en dessous de la planche. Malgré une dose massive de TNT et l'explosion impressionnante qui a suivi, la vague n'était toujours pas praticable. Elle a rayonné depuis l'épicentre, mais en s'éloignant, elle a perdu de son énergie. Robo Grant, déçu, se dit qu'il ferait mieux d'aller à Maui. De leur côté, les Mythbusters sont toujours contents quand ils ont une explosion comme celle-ci.
Magnifique. C'était excellent. Ce n'était pas du tout comme dans la vidéo où c'était fait par image de synthèse. Le gros problème avec une vague créée par une explosion est qu'elle se dissipe rapidement, comme une onde radio. Ce n'est pas du tout comme dans l'océan où les vagues sont poussées inlassablement. Il a pagayé tout ce qu'il a pu et il avait pris de la vitesse. Il était sur le point de monter sur la vague quand elle a complètement disparu. Elle a fait... En tout cas, impossible de faire plus gros comme explosion. C'était dément. Incroyable. En plus, si on est dans l'eau quand il y a une explosion comme ça, on en meurt. Ouais. C'est complètement bidon. Bidon. Bien dit, mythe, bidon. Le fameux ballon en plomb de Adam et Jamie est assemblé. Maintenant, il ne reste plus qu'à le gonfler. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, et ça prend pas mal de temps. On a rencontré notre premier petit pépin. L'hélium ne remplit pas le ballon de façon régulière. Il y en a beaucoup trop d'un côté, alors que je voudrais éviter de mettre trop de pression à un seul endroit. Il faudrait égaliser autant que possible. On va donc prendre une grande bâche de protection en plastique et l'étendre sur le ballon pour tenter d'égaliser un peu l'hélium qui rentre. J'espère que ça stabilisera les choses. Adam ouvre l'œil et guette le moindre petit accroc. Je stresse un peu car j'avais vu des plis créer des trous dans le burrito. Enfin, là je suis content pour l'instant. Jamie, lui, contrôle l'afflux d'hélium et d'air dans les parties supérieures et inférieures du cube, qui se gonfle lentement, mais sûrement. On injecte de l'air parce qu'on estime qu'on a trop de poussée verticale. On cherche seulement à le faire décoller. Sinon, il risque de se déchirer. Si on arrive à le soulever un petit peu du sol, ça nous suffit largement. En ajoutant de l'air plus lourd que l'hélium, les Mythbusters cherchent à éviter un décollage brutal, susceptible d'endommager la fragile feuille de plomb. Maintenant, il faut enlever la bâche et retenir le ballon avec les câbles. Comme tu le sens. Adam mène ses troupes. On enlève délicatement la bâche. C'est bon, c'est bon. Maintenant, gonflez un bon coup. Envoyez l'hélium. Le cube en origami s'anime lentement. Je ne vois pas de trou ni d'endroit où ça craque, mais je reste vigilant. Le cube prend forme, mais sans la bâche en plastique, le plomb peut très bien onduler dans tous les sens. Ah, je savais que j'avais senti quelque chose. Il y a une grosse déchirure. Tout d'un coup, l'expérience s'emballe. J'ouvre le 3e réservoir. Il y a un trou. Tout peut flancher d'un instant à l'autre. Tiens bien. Le ballon est sur le point de s'envoler. Tenez bien, tenez bien. Voilà. Des déchirures apparaissent un peu partout, mais Adam évite les fuites aussi efficacement qu'une couche pour bébé. Ça m'a l'air bien. Incroyable mais vrai, le ballon en plomb continue son ascension. Ce ballon en plomb flotte en l'air. Ça a marché. Adam, lui, voudrait davantage que ce timide décollage. Je veux que ça fasse plus ballon. Je sais bien. Il veut accrocher son petit panier avec sa petite corde. Nos 2 passagers de marque sont prêts à décoller. Après quelques bouffées d'hélium supplémentaires, l'expérience de Jamie et Adam s'envole, contrairement aux prédictions du proverbe. Génial. C'est un ballon en plomb. Je suis vraiment content. On aurait pu se contenter d'un ballon plus petit. Mais là, c'est un vrai ballon en plomb. On a réussi. Ça a bien marché. C'est magnifique. 11 kilos of lead. J'ai 11 kilos de plomb au-dessus de ma tête. Et si je lâche ça, le ballon s'envole. C'est incroyable. C'est pas super pratique. Mais si quelque chose est impossible, pour nous, ça devient un défi. Cette expression est bidon. Mythe, bidon.